Arrive. Donc traiter d'un autre axe de collaboration auquel nous travaillons à l'UBS depuis un an, qui vise donc à améliorer l'accessibilité des activités sportives et à faire venir nos étudiants sur les activités sportives que nous proposons à l'université. Donc pour traiter de ce sujet, nous accueillons Claire Guéry, qui est notre médecin directeur. Je sais que toutes les universités vont se dire « Oh, la chance qu'ils ont d'avoir un médecin directeur ». Donc médecin directeur de notre service de santé étudiant. Nous accueillons également Bastien Séantier, qui est un collègue maître de conférence en chimie des matériaux et qui est également chargé de la section handivoile au Centre nautique de Lorient. Et puis Laetitia Fradé, qui a rejoint l'UBS à la rentrée et qui est professeure de biomécanique et qui porte notamment, elle va nous en parler j'imagine, des filières, la filière STAPS que nous avons ouvert à la rentrée à l'UBS. Et puis cette table ronde va être animée par Caroline Lenerès-Lecoq, qui est chargée d'études économie, emploi, formation à la Technopole de Lorient, l'agence d'urbanisme de développement économique de la Technopole. Voilà, je laisse la parole à Caroline peut-être pour lancer cette table ronde. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, dernière thématique de la journée. Après, ce sera des moments plus légers, je crois, plus festifs, si je peux m'exprimer ainsi. Sur cette table ronde, on va parler plutôt de la dimension sport, avec effectivement toujours la dimension coopération, partenariat, développement, d'action collective et partenariale autour de cette thématique qu'est le sport. Alors pour préparer, j'ai été récupérer quelques chiffres, puisque on a réalisé l'an dernier, donc moi je suis chargée d'études à Audelor, l'agence d'urbanisme de développement économique et technopole du Pays de Lorient Quimperlé, et on réalise entre autres des études, et on a réalisé l'année dernière une étude auprès des étudiants de l'UBS. Alors autant exploiter quelques résultats de cette étude. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, j'en ai retenu quelques-uns. On a 4% des étudiants qui se déclarent en situation de handicap ou atteints d'une maladie invalidante. Et pour faire écho à ce que j'ai entendu sur la table ronde précédente, sur ces 4%, il y a des résultats assez hétérogènes en fonction de l'âge des étudiants. On parlait de l'évolution et de l'évolutivité de la situation du handicap. Le chiffre, il est de 4% pour les moins de 20 ans et plus de 9% pour les plus de 25 ans. On voit que sur la période d'études, il y a une évolution relativement forte de cette situation de handicap, ou en tout cas de la perception de cette situation de handicap par les étudiants. On a 88% des étudiants qui se déclarent en bonne santé physique. Donc là, on est sur des résultats qui sont plutôt bons. Mais ce chiffre, il chute à 55% pour les étudiants qui se déclarent en situation de handicap, sachant que leur situation de handicap est un des éléments d'explication de leur mauvaise santé physique. On a 69% des étudiants qui évaluent leur bien-être comme bon ou très bon. Et ce chiffre chute à 37% pour les étudiants en situation de handicap. Et on va voir que le sport peut être un élément pour améliorer ce ressenti de bien-être. Et je vais vous juste rajouter deux autres chiffres qui ne sont pas issus du travail qu'on a fait l'année dernière, mais qui sont issus du rapport sur la pratique d'activités physiques et sportives et sédentarité chez les étudiants en formation universitaire en France, qui m'a été suggéré par Laetitia, et donc qui mettent en lumière que les étudiants, les jours où ils sont à l'université, passent 8 heures par jour dans des positions sédentaires. Donc 8 heures par jour sédentaires, voilà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et que ils se déclarent ayant une activité physique à hauteur de 10h30 par semaine. Activité physique, toute activité confondue. Donc, quelle que soit l'intensité de l'activité, donc ça va des mobilités actives, donc la marche ou le vélo pour venir jusqu'à l'université, les activités domestiques ou les promenades. Sachant que, si j'ai bien compris les résultats de l'enquête, les chercheurs considèrent que ce chiffre de 10h30 est légèrement surévalué, qu'il y avait un petit biais méthodologique et que, a priori, on est bien en dessous des 10h30 d'activité physique.
Ça, c'était pour lancer un petit peu notre sujet autour de l'activité physique. Et par rapport à la motivation des étudiants pour faire du sport, toujours un des résultats de cette dernière étude, la première motivation, c'est le plaisir. Donc c'est plutôt intéressant. Et la deuxième motivation, c'est la santé. Et on en arrive à l'amorçage de cette table ronde. Et je vais me tourner vers Claire Guéry, donc médecin directeur. J'ai appris qu'on disait médecin directeur pour les services de santé de l'université. Et moi, je vais vous poser une première question. On parle de plus en plus du sport santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'est le sport santé ? Oui, donc en fait, il a été prouvé par de nombreuses études que le sport avait un bénéfice sur la santé, donc sur la santé physique, sur la santé mentale aussi, et puis sur ce qu'on appelle la santé sociale, c'est-à-dire créer du lien social entre les gens. Et donc, par le biais du sport, on peut réduire l'apparition des maladies chroniques qui vont de l'hypertension au cancer, aux douleurs chroniques, à l'hypertension. Donc, faire du sport, c'est bon pour la santé. Et donc, ici à l'UBS, on s'est dit que, en fait, plus nos étudiants allaient faire de sport, et plus meilleure leur santé serait. Parce que, comme vous l'avez dit, les étudiants en moyenne passent 8 heures par jour assis, et les étudiants qu'on peut avoir dans nos services, qui sont parfois atteints de pathologies chroniques ou en situation de handicap, souvent c'est plus que 8 heures qu'ils vont passer en position sédentaire. Donc le fait d'augmenter la pratique ou l'activité sportive chez les étudiants, on pense que ça va améliorer la santé mentale, la santé physique, que ça va prévenir les maladies cardiovasculaires, et puis qu'au bout du compte, ça va améliorer leur qualité de vie, en fait. Donc le sport prévient les maladies chroniques de différentes façons. Donc on a la prévention primaire, qui en fait, donc là, quand on parle de prévention primaire, on parle de pratique de sport chez des étudiants qui n'ont qui n'ont pas de soucis de santé. Donc ces étudiants-là, en général, pour pouvoir faire du sport, ils vont passer par le SUAPS ou par un club de sport qui ne dépend pas de l'université. Mais nous, nos services vont intervenir plutôt dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire. Donc la prévention secondaire s'adresse à des étudiants qui vont avoir des facteurs de risque de développer des pathologies. Donc ça peut être par exemple un étudiant qui va être en situation d'obésité ou un étudiant qui va faire des crises d'angoisse. Donc là, on a un intérêt à lui faire du sport. Et enfin, la prévention tertiaire, qui là s'adresse à des étudiants qui ont déjà des pathologies chroniques, qui sont déjà en situation de handicap, et à qui, alors il y en a certains qui font du sport par eux-mêmes, mais souvent ils ont besoin d'avoir une adaptation de leur sport, et c'est là qu'on peut mettre en place ce que nous on a appelé le sport sur ordonnance, c'est-à-dire les motiver à faire une activité physique adaptée à leur pathologie ou à leur handicap. Alors effectivement, le sport sur ordonnance, il existe depuis 2017. Il permet aux médecins de prescrire le sport comme médicament. Vous avez eu l'occasion de le tester en tant que médecin libéral, et vous avez donc voulu le développer au sein de l'UBS. Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous un petit peu le processus. Voilà, consultation, ordonnance. Tout le cheminement. Oui, donc effectivement, je suis arrivée à l'UBS il y a moins d'1 an, et avant j'avais travaillé pendant 11 ans dans un cabinet de médecine générale, et où en fait j'avais déjà travaillé beaucoup avec la maison Sport Santé de Lorient, et donc en y adressant les patients qui avaient des pathologies chroniques ou des handicaps, on se rendait compte que grâce au sport, la santé en fait était améliorée, que leur corps changeait en bien, et qu'ils avaient une estime d'eux-mêmes qui augmentait, que grâce à cette augmentation de l'estime de soi, ils allaient aller chercher d'autres sports, ou chercher à augmenter aussi leur envie d'en faire plus en fait dans le sport. Et du coup, presque l'impression que parfois ça les fait reprendre leur vie en main.
Et que, du coup, après cette expérience, en arrivant à l'UBS, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on mette quelque chose en place. Et puis, moi, dans mon service, forcément, j'ai un gros biais. Je reçois que des étudiants qui vont pas bien. Et quasiment à tous, on aurait pu leur dire, faites du sport, ça ira mieux. Donc, j'ai rencontré assez rapidement le directeur du SUAPS pour essayer de mettre en place quelque chose. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que ça passerait par une consultation médicale. Donc, moi et mon collègue qui est médecin à Vannes, on reçoit les étudiants pour un rendez-vous médecine du sport. On donc fait un interrogatoire en cherchant un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme activité physique qui pourrait être adaptée. Un examen clinique, bien sûr. Et puis, ensuite, on va faire un certificat médical qui n'est pas un certificat médical classique, comme on pourrait faire, ne présente pas de contre-indication à la pratique de tel sport. Là, en fait, sur ce certificat, on va détailler un peu les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils fassent du sport santé? Donc, ça peut aller du renforcement musculaire à augmenter les capacités cardio-respiratoires, mais ça peut être aussi simplement lutter contre le stress, ou maintenir du lien social, ou augmenter l'estime de soi. Donc c'est très varié, j'ai à peu près une dizaine d'objectifs. Et puis on va pouvoir noter aussi sur ce certificat les restrictions. Par exemple, un étudiant qui serait épileptique, on va pas permettre qu'il puisse faire du sport en piscine. Ou un étudiant qui est en situation d'obésité, on va essayer de favoriser l'allègement du corps, donc on va lui mettre plutôt du vélo que de la course à pied. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses sur lesquelles qu'on précise sur le certificat. Et bien sûr, sur ce certificat, il n'y a pas de diagnostic puisque on est tenu au secret professionnel, donc je n'écris pas de diagnostic dessus. Et donc, en plus de ce certificat, je vais aussi faire une ordonnance sur laquelle sera notée activité physique adaptée. L'idée, en fait, de faire cette ordonnance, c'est de faire comprendre à l'étudiant que le sport est un médicament. Je veux vraiment qu'ils assimilent ça comme un médicament, c'est-à-dire j'ai une maladie, je prends un médicament, je vais mieux, et moi je veux que cette prescription ce soit un peu la même chose. Je me sens pas bien, je fais du sport et ça va mieux. Voilà, donc l'étudiant après, en fin de consultation, ressort avec son certificat, son ordonnance, et il va prendre rendez-vous avec le SUAPS. Et on a la chance d'avoir le SUAPS dans nos bâtiments à Vannes comme à Lorient. Et pour ceux qui en douteraient, alors j'ai entendu ça, peut-être que certains vont pouvoir me le confirmer, ou vous allez pouvoir me le confirmer, que la sécurité sociale, pour certaines pathologies, envisage de rembourser les ordonnances, justement, les prescriptions de sport. Donc, vous évoquiez le fait que c'est un médicament, ça peut être considéré comme un médicament. La preuve en est, c'est que la sécurité sociale envisage de les rembourser. Donc, c'est un médicament qui n'a pas d'effet indésirable. En plus. Donc, tout bénef. Donc vous nous l'avez dit, vous êtes arrivé récemment à l'université. Donc aujourd'hui vous êtes plutôt au démarrage de cette action-là. Quand on s'est vu pour préparer, vous me disiez que vous aviez fait une dizaine d'ordonnances à peu près. Vous avez encore peu de recul. Comment aujourd'hui vous envisagez la suite pour pouvoir diffuser, démultiplier et avoir une foule d'étudiants en situation de handicap qui vous sollicitent pour avoir ces consultations et ces prescriptions? Alors, s'il y avait une foule, ce serait un peu compliqué à gérer. Bon, un petit raz-de-marée. Oui, dans l'ensemble, l'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse connaître ça, parce qu'effectivement, pour le moment, j'ai dû faire une dizaine de prises en charge et tous n'ont pas été au SUAPS. Donc après, il faut qu'on arrive à les motiver pour continuer la démarche. L'idée, c'est déjà de rencontrer... Alors, on essaye de rencontrer toutes les promos de L1 à la rentrée pour leur faire connaître nos services, donc essayer d'en parler là. Et puis surtout, former le personnel. Donc moi, j'ai formé les personnels de mon service au dépistage, au repérage de ces étudiants qui pourraient en bénéficier, parce que la palette est très large. Quand on le prescrit pour faire du lien social,
En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui pourraient en bénéficier. Donc voilà, former le personnel et puis former les enseignants. Je pense que ce serait bien parce que c'est aussi eux dans les composantes qui peuvent nous adresser en fait des étudiants qui pourraient en bénéficier. En fait, vous appelez à la mobilisation générale de toute la communauté universitaire pour faire connaître le dispositif auprès des étudiants, les orienter vers vos services pour pouvoir diffuser et faire bénéficier le plus grand nombre C'est ça, de ce dispositif-là. Merci beaucoup pour cette première présentation. Je vais passer la parole à Bastien Sentier. Donc là, on a notre prescription médicale. Alors, les collègues du SUAPS, il se trouve que la majorité des activités sportives sont proposées les jeudis après-midi. Donc, les collègues du SUAPS sont auprès des étudiants en train de dispenser les activités. Alors quand même, je me suis un peu renseignée. Par curiosité, je suis allée voir un peu les activités. Alors, sur le deuxième trimestre 2025, il y a 30 activités sportives différentes qui sont proposées sur Lorient, 36 sur Vannes. Quand j'ai vu un certain nombre d'intitulés, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien être étudiante aujourd'hui à l'université. Il y a des choses assez sympa. Pour vous donner un peu une idée sur les activités du SUAPS en 2024, il y avait 1478 inscrits pour des activités d'ouverture, donc les fameux AO, et puis 1555 étudiants inscrits pour les pratiques personnelles. Donc ça, c'est le volume d'étudiants qui pratiquent via le SUAPS, sachant que on a à peu près un tiers des étudiants qui pratiquent une activité sportive qui le pratiquent via le SUAPS. Donc voilà, à la fois il y a beaucoup, mais ça pourrait être encore plus important. Je vous propose de faire un petit focus sur une activité, alors bien de chez nous, une activité qui est en lien avec le fait qu'on est à proximité de l'océan Atlantique et avec la voile. Donc Bastien, vous êtes enseignant-chercheur à l'université, mais vous êtes aussi référent de la section handivoile pour le centre nautique de Lorient. Et ça fait quelques années maintenant que vous avez développé une section handivoile. Donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez développé cette section-là sur Lorient, un petit peu la genèse et l'historique. Hop-là, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis arrivé sur Lorient il y a une dizaine d'années. En arrivant, je voulais reprendre la voile. Et en arrivant à Lorient, il y avait un club et je me suis inscrit à ce club et il s'avère que l'équipage sur lequel j'ai embarqué était un équipage handivalide. J'ai découvert quelque chose qui m'a passionné et du coup pendant 10 ans j'ai développé une section handivalide au centre nautique de Lorient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire acheter des bateaux, faire venir des gens, avoir un coach, récupérer de l'argent, structurer, enfin bon, plein de choses que vous connaissez tous et qu'on ne fait pas que à l'université ou dans les entreprises, mais aussi dans les associations. Tout ça, ça donne la possibilité de développer des choses assez extraordinaires et de rencontrer des gens extraordinaires. Au final, on est parti de rien. Avec 5 pratiquants qui utilisaient des bateaux et aujourd'hui on est arrivé à une section qui a 30 navigants réguliers, 15 bateaux adaptés, c'est-à-dire que maintenant on accueille des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, avec des PMR, des malvoyants, des handicaps mentaux, comportementaux. Ça fait déjà pas mal de choses. On accueille des valides. On est vraiment dans une dynamique d'inclusion et de balayer le handicap sur l'eau et de permettre à chacun de pouvoir partager cette activité. À partir de cette expérience et travaillant à l'UBS et interagissant avec pas mal de services, est venue sur la table la question de savoir si c'était possible de développer une section handivoile pour les étudiants en situation de handicap mais aussi valides de l'Université Bretagne Sud. Et donc en travaillant à la fois avec le service santé handicap, mais aussi avec le SUAPS, et puis en travaillant aussi avec Anne, avec les services de communication,
on a réussi à monter une section handivoile pour les étudiants de l'UBS. C'est pas quelque chose de simple, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement, de l'envie, mais c'est possible. Et donc cette année, on a eu 2 étudiants qui se sont inscrits à cette section. On est très fiers, au bout d'1 an, d'avoir réussi à avoir quelques étudiants. Mais on voit aussi toute la problématique qui était évoquée juste avant, de comment on amène les étudiants à qu'ils soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs, à pratiquer ces activités. On se rend compte aussi qu'on a des situations par rapport à la communication, comment on parle de la voile inclusive. Quand on dit voile handi, ça fait peur aux valides. Et puis, il y a des étudiants en situation de handicap qui se disent « mais non, je ne suis pas en situation de handicap, donc ce n'est pas une section pour moi ». À l'inverse, quand on parle de valide, les gens se demandent pourquoi, est-ce que je peux y aller, etc. Quand on parle d'inclusif, personne ne sait de quoi on parle. Donc, il y a des vrais enjeux de communication par rapport à toute cette mise en place et au développement de sections de ce type-là. Maintenant, c'est possible. Et puis, ça vient principalement de l'envie, de la motivation, et puis d'une petite équipe qui s'entend bien et qui a envie de faire avancer les choses. Et puis là, je pense que à l'UBS, en tous les cas, on a réussi à construire ça. Et donc, on espère que cette section va se développer. Et on travaille activement sur la communication qu'on va réaliser pour amener les étudiants à pratiquer dans cette section. Et effectivement, quand on en discutait pour préparer la table ronde, l'idée c'est bien de se dire que l'ensemble des activités proposées par le SUAPS sont accessibles à tous et qu'il y a une adaptation pour les étudiants en situation de handicap. Mais l'entrée, c'est bien, c'est ouvert à tous. Et puis après, on s'adapte en fonction des situations. En fait, on a une section voile légère. Et on utilise des bateaux qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont à l'aise, confortablement installés dans les supports, que c'est adapté dans le sens où on peut simplifier les bateaux et on adapte les bateaux au type de handicap. Donc on adapte les bateaux au type de handicap et puis on adapte aussi l'encadrement au type de handicap. Et je vais solliciter maintenant Laetitia. Donc Laetitia est la responsable de la toute jeune section STAPS de Lorient, puisque la section a été ouverte à la rentrée 2024 avec un DUST, et puis le déploiement va se faire jusqu'en 2027 avec donc en 2025. Je reprends mes petites notes. Une licence STAPS, activité physique adaptée et santé, donc APAS. Et puis en 2027, une licence STAPS entraînement sportif avec à terme 250 étudiants pour l'ensemble de la filière. Alors moi, j'avais une première question parce que oui. Avant la question, je peux juste corriger 2 choses. Allez-y. Alors, je ne suis pas chef, donc je suis co-responsable. Et ensuite, on envisage plutôt de partir sur un master plutôt que sur un entraînement sportif. Mais j'y reviendrai après. Désolée, voilà. Si on change les règles du jeu en cours de route, non, il n'y a pas de problème. Et on voit bien que, alors vous allez nous expliquer pourquoi c'est passé d'une licence entraînement sportif, si j'ai bien compris, à un master, c'est que ça répond probablement à des besoins spécifiques, peut-être en lien aussi avec tout ce qui se passe sur le territoire, tout ce dont on a parlé en début d'après-midi. Mais je vais en revenir à ma question, puisque quand on s'est vu, vous m'avez expliqué ce que c'était que la filière APAS, donc avec activité physique adaptée santé, où moi je m'étais bêtement dit, c'est pour l'activité des personnes en situation de handicap. Vous m'avez dit oui, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous avez bien tout compris, c'est parfait. Donc, merci beaucoup à vous. Et donc, effectivement, donc là, on ouvre un STAPS donc à Lorient. On l'a ouvert cette année et on va continuer au fur et à mesure à créer cette licence. Et c'est vrai que quand on parle de STAPS, très généralement, on pense à la formation des futurs profs d'éducation physique et sportive ou éventuellement, justement, des entraîneurs sportifs. Mais il existe une autre filière qui est justement celle d'enseignants en activité physique adaptée, santé. Et donc, ce qui correspond tout à fait à la formation qui fait écho au sport sur ordonnance.
Donc par rapport à cette notion d'APAS, l'objectif de la formation, c'est justement de former des personnes qui vont pouvoir contribuer à la promotion du sport et de l'activité physique à tout type de personnes à besoins spécifiques. Donc en fait, ici, évidemment, assez classiquement, on envisage les personnes en situation de handicap, mais par exemple, ça peut s'adresser aussi aux femmes enceintes. Donc en gros, c'est dans quelle mesure, pour que ces personnes-là puissent continuer à faire de l'activité physique ou du sport, je vais devoir adapter un petit peu l'activité physique pour répondre à leur spécificité à un moment donné. Et donc, dans les populations, oui, on va avoir des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des personnes âgées. Et également, en termes de handicap, on envisage tout type de handicap. Donc, on envisage aussi le handicap social. Donc, par exemple, certains des intervenants sont en prison ou alors vont intervenir dans des institutions un peu spécialisées auprès d'enfants avec des difficultés d'insertion. Donc, voilà, le spectre est vraiment très, très large. Voilà. Donc, beaucoup plus large que la petite vision restrictive que j'en avais quand je suis venue vous voir. Donc, vous avez déjà des étudiants. Et quand on en discutait, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Raphaël, qui était sur la table ronde précédente et qui a fait aussi la formation STAPS, et qui me disait que les étudiants devenaient des ressources pour le territoire pendant et après leurs études. Donc vous avez déjà plein d'idées de collaboration avec les acteurs locaux, même avec les populations, enfin même au bénéfice des populations dans le quartier dans lequel vous êtes implanté. Exactement, parce qu'en fait, dans le cadre de nos formations, donc d'un point de vue pédagogique, donc Bastien, je pense, sera d'accord avec moi, la formation par projet est très bénéfique. Donc, en fait, proposer à nos étudiants de réaliser quelque chose est en fait un bon moyen pour qu'ils s'accaparent un peu plus facilement les aspects théoriques que l'on cherche à mettre en œuvre et à leur inculquer. Et en plus, dans notre formation, ça fait partie d'une des compétences que l'on est censé développer. Ils sont censés aussi pouvoir proposer par eux-mêmes des projets visant à transformer la santé par le biais de l'activité physique adaptée. Donc, dans le cadre de notre formation, la notion de projet est vraiment essentielle. Et donc, pour nous, c'est un support très intéressant pour justement mettre en place des actions, que ce soit au niveau local ou après au niveau institutionnel ou après associatif. Donc, en fait, du point de vue local, je ne sais pas si vous êtes complètement informés, mais en fait, le STAPS va être développé dans un quartier qui est en pleine transformation à Lorient. Et donc, ce quartier est censé, en fait, se transformer. Et donc, dans ce cadre-là, on souhaite... C'est un quartier prioritaire politique de la ville qui bénéficie d'un dispositif de rénovation urbaine, donc avec de la démolition de bâtiments type grands ensembles et puis un réaménagement. Voilà, donc un contexte un peu particulier, exactement. Effectivement. Et donc, l'objectif, c'est justement que ce site universitaire que l'on représente participe aussi à la vie de quartier. Et donc, par exemple, pour nous, on espère que ça va se traduire par une action que l'on souhaiterait mener. En gros, on va avoir du mobilier sportif qui va être en dehors de nos infrastructures, donc ce qu'on appelle le mobilier sportif urbain. Donc pour nous, ce qu'on souhaiterait, c'est par exemple que nos étudiants proposent des séances d'activité physique à destination des habitants du quartier. Donc ça forme nos étudiants, mais ça crée aussi une vie autour du STAPS. Donc ça, c'est pour l'aspect local. Après, pour l'aspect associatif, donc il y a une grosse dynamique déjà locale en termes d'intégration des personnes en situation de handicap, mais nos étudiants, justement, ont aussi vocation, dans le cadre soit de projets, soit de leur stage, de venir aussi participer à cette inclusion des personnes en situation de handicap ou également de tester de nouvelles actions. Donc, je pense par exemple à des choses comme proposer de l'activité physique avec des femmes en rémission de cancer, par exemple. Donc, il y a plein de choses comme ça que l'on peut proposer. Et nos étudiants, dans le cadre de projets ou de leur formation par le biais de stages, peuvent venir contribuer à la mise en place de ces actions. Et d'un point de vue un peu plus institutionnel, par exemple, on est déjà en relation avec l'agglomération pour que, là aussi, sous la forme d'un projet, on puisse organiser des journées de mise en relation entre des institutions qui souhaiteraient faire de l'activité physique et des structures sportives qui souhaiteraient proposer à des personnes en situation de handicap de faire du sport. Voilà. Donc on voit bien le rayonnement que peut avoir l'université. En parlant de rayonnement, alors
vous allez me redire le nom de l'opération qui a lieu samedi sur Vannes autour de la santé et où là aussi l'université est motrice quelque part au bénéfice de l'ensemble de la population du territoire. Oui, c'est les journées de la forme qui ont lieu à Vannes samedi toute la journée. Donc c'est l'UBS qui organise et c'est en collaboration avec la ville de Vannes. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur le contenu ? Oui. Alors, une des deux, Claire ou Laetitia. Donc en fait, ce sont des collègues donc, du SUAPS qui sont fortement impliqués. Et comme vous l'avez constaté, comme il a été dit précédemment, en fait, nos collègues sont très au fait de la notion de sport-santé et donc souhaitent être aussi la moteur et acteur de cette promotion de l'activité physique pour le bien-être. Et donc en fait, cela consiste à venir passer des tests pour voir où on en est de son état de santé grâce à l'inspection de différents critères associés à ce que j'appelle le système locomoteur, donc à la motricité. Donc, par exemple, il y a un test qui consiste à mesurer votre force de préhension. Et donc, en fait, il y a des données scientifiques qui sont capables de vous dire, oui, par rapport à votre âge, voici à peu près dans quelle gamme vous devriez vous situer en termes de capacité de force de préhension. Vous avez d'autres tests qui consistent à lancer des objets ou ce genre de choses. Et là encore, on a des normes qui sont capables de dire, tiens, par rapport à ce que vous avez proposé, voilà où vous vous situez par rapport à cette norme. Donc, est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes un peu plus en difficulté ? Auquel cas, il y a peut-être un petit travail à faire pour ne pas trop être en déficit. Donc, l'université ressources pour le territoire, on va y revenir. Juste par rapport à vos locaux que je suis allée visiter, on avait dit qu'on se gardait une petite vigilance sur cette thématique-là. Qui dit nouveaux projets, nouveaux locaux, une volonté d'exemplarité dans l'accessibilité des locaux. Donc accessibilité, on l'a déjà évoqué, tout type de handicap. Donc quand on parle d'accessibilité, on parle souvent de l'accessibilité physique, donc pour les personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi une réflexion pour tout type de handicap et entre autres un certain nombre on pense entre autres aux déficiences sensorielles. Comment est-ce qu'on travaille les contrastes pour les personnes déficientes visuelles? Donc sur vos locaux, mais plus globalement, on peut aussi parler du projet du centre sportif et culturel de Kerjulaude. Exactement. Donc là, c'est pareil. Je suis désolée, je parle à la place de mes collègues, mais c'est eux qui ont mis en place ces aspects-là. Donc il va y avoir une nouvelle salle de sport là qui va bientôt se construire, et donc mes collègues dans cette mouvance qui est vraiment propre, à mon sens, à l'UBS de vraiment être inclusif. Mais en fait, ils se sont renseignés dès la construction de la salle et au moment de réserver aussi les appareils de musculation sur la possibilité de vraiment pouvoir se déplacer dans les locaux, mais également d'avoir des appareils qui puissent être utilisés par des personnes en situation de handicap. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont contacté par exemple Willy Montfort qui est à Kerpap, donc kiné à Kerpap, pour savoir quelles seraient les machines de musculation qui seraient les plus intéressantes et les plus pertinentes pour des personnes en situation de handicap. Et donc, ces informations-là ont été prises en compte et du matériel spécifique va donc être acheté et sera intégré dans nos futurs locaux. Donc, une réflexion globale sur alors tout le processus pour amener les étudiants à faire du sport, mais comment est-ce qu'on adapte aussi à la fois les équipements, les infrastructures, les équipements et l'encadrement des étudiants pour leur faciliter la pratique du sport. Et donc, juste pour revenir sur nos locaux, la manière dont on procède également, c'est de faire venir des personnes. Donc, M. Evano est venu, d'autres personnes seront venues pour justement nous donner un retour, parce qu'en fait, nous, en tant que personnel, on n'a pas forcément tous les éléments en tête sur qu'est-ce qui est le plus pertinent pour mettre dans nos locaux. Et donc, on se fait accompagner pour essayer de proposer les meilleures solutions, que ce soit pour les appareils sportifs ou encore nos locaux d'éducation. Très bien. Je vous propose de passer sur le sujet suivant,
où effectivement, on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, l'université peut être une ressource pour le territoire. Donc, on l'a vu à travers l'opération prévue samedi, et puis ce que vous envisagez dans le cadre du déploiement de la filière STAPS. Mais l'université, c'est aussi 14 laboratoires de recherche qui mettent leurs ressources au service de la réponse aux freins à la pratique sportive. Je vais redonner la parole à Bastien, puisque vous avez développé un certain nombre d'actions dans le cadre de la démarche Nautisme et Handicap pour lever les freins justement à la pratique. Donc à la fois des freins, on va dire, psychosociaux, et puis des freins plus pratiques et techniques. Peut-être nous parler du repérage d'obstacles sur les plans d'eau. Je ne sais pas par lequel vous voulez commencer. Je vous laisse. Je ne sais pas par lequel on va commencer. Donc, de l'expérience que j'ai eue sur le terrain, je pense que c'était nécessaire de lever certains freins à la pratique que j'ai observés avec cette expérience de 8 ans et étant enseignant-chercheur à l'université, je me suis dit que l'université pouvait apporter une solution. Donc, par des interactions avec divers collègues dans divers laboratoires, on a développé plusieurs projets de recherche qui balayent toutes les thématiques de l'université, qui vont des sciences humaines aux sciences, on va dire, un peu plus dures. Donc, on a effectivement plusieurs projets en interaction avec d'autres universités, notamment celle d'Angers, où on va travailler sur la levée des freins à la pratique des activités nautiques pour les personnes en situation de handicap. Donc là, ce sont des projets sciences humaines où on va interagir avec plusieurs publics. Des publics de personnes en situation de handicap qui ont pratiqué et qui pratiquent toujours, qui ont pratiqué et qui ne pratiquent plus, des gens qui n'ont jamais pratiqué, on ne sait pas pourquoi. Mais aussi on intègre dans la démarche les aidants, que ce soit les structures socio-médicales ou tout ce qui est personnes proches, famille, etc. Et puis on intègre aussi les institutions dans la discussion, puisqu'on considère que si on veut apporter des solutions concrètes et qui sont faciles ou qu'on peut mettre en œuvre, il faut qu'on fasse interagir tous les acteurs qui sont capables de lever ces freins. Donc ça, c'est un des projets. Et ensuite, on a travaillé sur 2 projets pour l'aide à la pratique. Alors, bon, mon expérience fait qu'on s'est focalisé pour l'instant sur la voile, mais on travaille aussi activement avec des gens, des clubs de plongée, des clubs de surf, des clubs de paddle, donc beaucoup d'activités différentes. Donc sur la voile, 2 sujets, l'aide à la navigation pour les malvoyants. Donc on s'amuse avec des systèmes de détection, on couple les signaux, on fait travailler une intelligence artificielle qui est capable maintenant de repérer sur un plan d'eau différents types de supports, de les suivre et donc d'avoir un cap, une vitesse et de permettre de transmettre l'information aux personnes malvoyantes pour les aider à éviter les obstacles fixes et mobiles sur un plan d'eau. C'est une interaction intéressante aussi puisqu'on va travailler avec Saint-Nazaire qui développe une application pour les malvoyants qui s'appelle Sarah. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tous les cas, dans le milieu de la voile, pour les personnes déficientes visuelles, c'est une application qui est largement utilisée. Et donc, elle permet de donner des orientations, des indications aux personnes malvoyantes et leur permettre de naviguer en autonomie. Et donc, ça nous permet de coupler à la fois détection et puis déplacement sur un plan d'eau. Le dernier sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est au CNL, le Centre nautique de Lorient. On a un petit Han qui a commencé la voile, un projet familial, puisque son père l'accompagne, sur des bateaux en situation de handicap. Lui, il a plus de tonus au niveau du tronc et il se déplace difficilement. Et donc, on va lui développer un siège qui va lui permettre de naviguer, d'être maintenu. Et l'idée, en fait, c'est de développer un siège qui s'adapte à sa morphologie, à sa croissance, pour qu'il n'ait pas à changer de siège tous les 6 mois parce qu'il grandit. Donc voilà, c'est comment on intègre toute l'ergonomie, la sécurité, la tenue dans des conditions
complexe puisque ça doit résister aux UV, à l'environnement salin, à l'humidité, à la température. Donc il y a plein de sujets hyper intéressants en recherche qui permettent de développer des solutions qui apportent une vraie solution pour les personnes en situation de handicap pour pouvoir pratiquer ici la voile, mais vous l'avez compris, on se développe aussi sur beaucoup d'autres activités nautiques et à terme, l'idée c'est vraiment de proposer des solutions pour tous les sports, pour les personnes en situation de handicap et encore une fois, par ces exemples, on a travaillé sur des personnes déficientes visuelles, des personnes à mobilité réduite et plusieurs types de handicap. Donc voilà, c'est un projet. L'université amène ses compétences pour résoudre des problèmes concrets et permettre aux personnes en situation de handicap de naviguer en toute sécurité. Donc là, on était plutôt sur des projets de recherche. Il y a aussi des projets, alors vous parliez tout à l'heure de la démarche projet, de l'intérêt de mettre les étudiants en mouvement. Il y a aussi des projets tutorés qui ont été menés pour identifier des besoins ou faire des diagnostics ou des amorces de diagnostic par rapport à des problématiques d'accessibilité. Oui, donc vous l'avez compris, projet, formation, ça fait plusieurs compétences, on peut résoudre énormément de problèmes et une des solutions qu'on peut apporter, c'est des sujets qui peuvent avoir du sens pour nos étudiants en parlant de handicap. Donc il y a déjà eu plusieurs projets dans plusieurs filières. Si on parle de mécatronique, on a essayé de travailler sur les systèmes de transfert de personnes pour les mettre dans les bateaux, pour automatiser un petit peu les choses, travailler sur la mécanique. On a travaillé aussi sur notre DU gestionnaire de port, sur l'accessibilité des ports de demain, sur comment faire une espèce de diagnostic sur la rade, sur les ports, quelles sont les infrastructures, est-ce qu'elles sont accessibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accessibilité, ce genre de choses. Des étudiants se sont aussi amusés sur des coques de bateaux pour travailler sur la mécanique des coques de bateaux, les renforcer, travailler sur des bateaux adaptés. Donc voilà, beaucoup de sujets différents qui permettent à nos étudiants de compléter leur connaissances, de mettre en pratique leurs connaissances au travers de projets concrets et qui permettent aux personnes en situation de handicap, là encore, d'être mieux accueillies sur les infrastructures portuaires, de naviguer en meilleure sécurité avec des bateaux qui sont plus performants. Des projets qui ont du sens pour le coup, pour les étudiants. J'espère en tous les cas. Porteurs de sens. Quand on parle aujourd'hui du sens au travail ou aux actions qui sont menées, c'est vrai que ça fait partie des... en tout cas, moi je le ressens comme ça, des projets qui peuvent avoir du sens, pour les étudiants. Laetitia, vous êtes aussi très active sur cette dimension recherche depuis que vous êtes arrivée. Vous vous êtes rapprochée du centre de Carpap qu'on a déjà évoqué en début d'après-midi, du Coworkit, et puis vous avez commencé à travailler sur un sujet autour des personnes à mobilité réduite. Et alors moi, j'ai pris conscience de choses qui me semblent auquel je vais vous laisser parler parce que je vais bafouiller. Et je trouve que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'action de samedi sur il faut serrer, il faut donc un certain nombre de tests et de capteurs et de données que l'on récupère et quand on n'a pas ces capacités physiques-là, sur quel type de données on peut s'appuyer? Vous allez nous en dire plus sur votre action. Oui, je vous remercie. Donc en fait ici, par rapport à la prise de contact avec Carpap, pour nous c'est assez naturel puisque dans l'équipe STAPS qui se forme à l'heure actuelle, on essaie d'avoir des thématiques de recherche liées et donc évidemment assez naturellement c'est l'activité physique et le sport à destination d'une meilleure santé et aussi à destination des personnes en situation de handicap. Et j'ai des collègues, donc moi je suis biomécanicienne, donc je m'intéresse au mouvement et aux capacités du système locomoteur, mais j'ai des collègues qui sont plutôt en fait psycho, donc qui vont s'intéresser justement aux freins et aux leviers de la motivation. Et j'en ai d'autres qui sont plutôt des physios, donc physiologie, qui vont s'intéresser aux capacités cardiovasculaires. Et donc voilà, donc là cette équipe pédagogique-là, dans nos travaux de recherche, on s'intéresse à comment peut-on s'assurer et comment peut-on promouvoir l'activité physique à des buts de bien-être.
Et en fait, tout naturellement, on s'est rapproché de Carpap et donc on les a déjà rencontrés. Et puis, assez classiquement, il y a un appel à projet et puis on se dit, tiens, si on proposait quelque chose. Et donc, avec mon collègue donc, Silvio Maltiglialetti, qui est lui plutôt psychologue, donc en gros, la question qui s'était posée, c'était, on sait que les personnes en fauteuil roulant pratiquent beaucoup moins d'activité physique que des personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant. Quand bien même on s'intéresse aux personnes en situation de handicap, cette population-là est particulièrement en manque d'activité physique. Donc évidemment, il y a des freins d'ordre technique, d'accessibilité, etc. Mais la question qui se posait aussi, c'était comment venir essayer de contribuer à leur motivation. Et donc vous parliez tout à l'heure d'outils, de gadgets qu'on peut potentiellement utiliser pour essayer d'augmenter notre motivation à faire de l'activité physique. Et donc, maintenant, depuis 5-6 ans, peut-être un peu plus maintenant, on a quasiment tous notre petite application de santé sur notre téléphone, notre montre connectée qui nous dit qu'on a fait nos 10 000 pas, etc. Mais évidemment, ces outils-là qui peuvent être intéressants parce que même si on n'est pas forcément très actif, on est quand même content de voir qu'on a été pas trop mal, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, d'avoir ces retours d'informations. Et évidemment, comme vous en doutez, ces retours d'informations ne sont pas du tout adaptés pour des personnes qui sont en fauteuil roulant. Le nombre de pas pour une personne en fauteuil roulant, c'est pas hyper pertinent. Donc évidemment, la question qui se posait pour nous, c'était de dire comment on peut venir en fait adapter grâce au capteur ce retour sur les informations. Donc il y a deux aspects, c'est comment utiliser les capteurs pour capter de l'information. Donc ça, c'est plutôt ma part. Comment je sais que la personne a bougé, qu'est-ce que je viens qualifier. Donc c'est qualifier le mouvement. Et après, la partie de Silvio, c'est plutôt finalement quelles informations, quel retour et sous quelle forme je vais le donner pour arriver à faire en sorte que la personne soit motivée. Et donc l'objectif aussi ici, et c'est un mot qu'on utilise aussi beaucoup, c'est la notion de co-construction. Parce que on ne va pas arriver en tant que scientifique et dire « Oh, tiens, prenez ça, vous allez voir, ça va être super ». L'objectif, c'est vraiment aussi de construire, non seulement avec les cliniciens, mais également avec les usagers, pour faire en sorte, on l'espère, que la solution soit la plus adaptée, la plus pertinente possible. Et ça, c'est vraiment un objectif dans nos projets de recherche, de faire appel à la fois aux personnes à qui l'intervention, l'outil est proposé, mais aussi aux cliniciens pour pouvoir proposer une solution qui soit la plus efficace et plus pertinente possible. Donc effectivement, déjà des belles réalisations, en tout cas des beaux projets amorcés avec les acteurs du territoire. Mais vous avez d'autres envies, d'autres projets qui vous tiennent à cœur, et entre autres dans le cadre de la chaire, qui s'appelle Chaire maintien à domicile, c'est toujours son nom. Ou pas, je n'ai toujours pas réussi à savoir si elle s'appelait toujours Chaire maintien à domicile ou pas. Mais en tout cas, avec une dimension qui se renforce de plus en plus autour du handicap. Est-ce que vous pouvez peut-être lever le suspense ou pas et nous en dire un peu plus? Ouais, sur le nom, non, parce qu'il y a un brainstorming pour trouver le nom. Ah d'accord. Alors peut-être qu'on peut contribuer au brainstorming si... Mais je vais sans doute laisser quand même la parole à Bastien pour au moins le début. Parce que moi j'arrive, donc la transition, j'étais pas forcément là au moment de la transition, donc ça me semble quand même plus pertinent de lui demander son retour plutôt que... Ok, donc effectivement, jusqu'à maintenant, il y avait déjà une chaire qui travaillait sur le handicap. Elle s'appelait Maintien à domicile et elle travaillait sur comment faciliter la vie des personnes en situation de handicap qui restent chez elles. Et donc, plein de solutions techniques de la vie de tous les jours ont été développées depuis les 6 ans de vie de la chaire. Aujourd'hui, la chaire se transforme. Elle va avoir un chapeau plus général qui va être autour du handicap. Et ensuite, il va y avoir plusieurs... On prévoit d'avoir plusieurs axes de travail pour pouvoir avoir des actions vraiment spécifiques sur des sujets particuliers. Donc on parle de plusieurs sujets. Pour l'instant, rien n'est défini. On est en pleine construction de cette chaire, mais on va parler aidance, maintien à domicile pour suivre les activités. On va parler du sport et du handicap. C'est un peu une des nouveautés de cette chaire.
et donc continuer à travailler pour faciliter la vie de tous les jours, le quotidien des personnes en situation de handicap dans toutes ces activités quotidiennes, qu'elles soient des activités les plus simples comme se lever, se déplacer, manger, dormir, etc., mais aussi sur les activités vers l'extérieur, et là on intègre le sport et le handicap. Et donc, par rapport à votre question initiale, en fait, pour nous, la chaire, l'intérêt que cela a aussi par rapport à nos travaux de recherche, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est que ça a permis aussi de mettre autour de la table, en tout cas pour moi qui viens tout juste d'arriver, des personnes que je ne connaissais pas forcément et qui avaient un intérêt autour de l'activité physique, du sport et du handicap. Et donc, on envisage déjà de faire des projets et avec un aspect vraiment transdisciplinaire. C'est-à-dire que quand je vous prenais l'exemple tout à l'heure du projet qu'on souhaite développer avec CARPAP, là, dans le sujet de thèse qu'on a évoqué, il n'y a pas forcément le temps d'évoquer un élément qui est pourtant fondamental à notre sens, c'est une fois qu'on a fait la solution technique, est-ce qu'elle est acceptée, comment elle est utilisée, etc. Et donc là, on a des collègues qui sont spécialistes aussi de cette partie-là. Et donc, ce qu'on souhaiterait à l'avenir, c'est d'avoir une vision un peu plus globale des solutions que l'on propose pour avoir du début entre la conception et la co-construction jusqu'à la fin sur comment c'est utilisé pour vraiment, on l'espère, être un peu plus pertinent et efficace dans nos travaux de recherche. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la transdisciplinarité pour répondre à l'ensemble, à la fois la réponse technique et puis comment les personnes en situation de handicap peuvent s'approprier ce type d'outils. Oui, puis avec nos futurs collègues qui sont plutôt en sociologie, il n'est pas forcément question que d'aspect on va dire technique, parce que par exemple tout à l'heure on a parlé d'accessibilité des ports, donc là il y a parfois aussi des éléments plutôt d'ordre sociologique, organisationnel, qui peuvent aussi être pris en charge dans cette chaire, et donc on espère vraiment pouvoir apporter des choses avec différents points de vue pour pouvoir contribuer à trouver des solutions. Par rapport à toutes les actions qui ont été menées, alors, je reviens plutôt sur nautisme et handicap. Aujourd'hui, mais comme sur l'ensemble, on évoquait les enjeux de diffusion, de promotion, de valorisation des actions qui sont menées. Vous avez eu l'occasion à différents moments de pouvoir, alors aujourd'hui en est un, différents moments, l'occasion de pouvoir présenter vos travaux aussi dans le cadre d'actions territoriales pour montrer justement la plus-value du partenariat entre l'université et puis le territoire, les retombées que ça peut avoir avec une volonté d'exemplarité et d'essaimage. Alors oui, tout à fait. Si on revient sur cet axe nautisme et handicap, peut-être un peu plus de manière plus spécifique, une des actions qui a été importante, c'est d'animer le territoire en sensibilisant le grand public sur cette thématique du handicap. Donc ça s'est fait par plusieurs actions. Il y a un projet tutoré qui dure maintenant depuis 5-6 ans autour du Téléthon. Donc c'est par rapport aux maladies invalidantes. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? On a aussi fait pas mal d'événements au travers de séminaires ou de présentations de travaux de recherche. Je pense notamment en mai dernier, Lorient a accueilli le championnat de France en double handi-valide de voile. C'était à la Cité de la Voile, enfin à la base. On a accueilli plus de 100 bateaux pour les personnes en situation de handicap. Et à cette occasion, on a présenté au travers des journées de l'inclusion et du paralympisme les travaux de recherche qui étaient menés par l'UBS sur ces thématiques. On a aussi sur des festivals de territoire, je pense notamment aux Aventuriers de la Mer, où depuis 2 ans, l'UBS organise une journée sur le nautisme et le handicap, où là, justement, on met autour de la table et dans la salle tous les acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, institutionnels, les fédérations sportives, autour de la table pour échanger sur les thématiques d'accessibilité, de pratique, des activités nautiques,
pour les personnes en situation de handicap. Ce sont quelques exemples. On a réalisé plusieurs, enfin, je pense aussi à Lorient-Océan, où on a fait des baptêmes de voile. Tout ça permet de sensibiliser les personnes, enfin, le grand public à cette thématique du handicap et permet de aussi créer des idées. C'est au travers d'une de ces grandes journées qu'on a organisées aux Aventuriers de la Mer qu'on a pensé à plusieurs projets de recherche qui sont actuellement en cours et on voit que finalement le retour des usagers nous permet effectivement de répondre à certaines de leurs problèmes et de trouver des solutions pour eux. Et là, je rebondis sur ce que disait Laetitia. C'est vrai que l'interaction avec CARPAP va permettre d'avoir des ateliers de co-construction et de vérifier que les solutions qu'on apporte, nous, scientifiques, dans notre coin, qui ne sont pas soumis au handicap, si on est pertinent ou pas. Et je pense que c'est indispensable de bien intégrer toute cette chaîne de l'usager jusqu'à la solution, jusqu'au retour sur la solution qui a été réalisée. Effectivement, c'est un des leitmotifs du projet HIT, c'est de bien associer les personnes en situation de handicap à l'élaboration de toutes les solutions qui sont proposées, de vérifier que ça répond bien aux bons besoins et que derrière, il y a une facilité d'appropriation. Vous vouliez compléter, Laetitia ? Juste sur un point, parce que quelque part, il me semble que ce que nous on souhaite, c'est au contraire que les gens viennent vers nous pour dire j'aimerais bien avoir ça. Et donc pour moi, ces actions-là sont aussi le moyen de montrer que on peut faire plein de choses. Donc si ça fait naître des idées, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et je pense aussi par rapport à la notion de sport sur ordonnance, sport santé, ces actions-là sont censées, enfin on l'espère, je pense à la journée de la santé qui va avoir lieu le week-end prochain, sur dire tiens, ça m'est aussi destiné, c'est pas pour des gens que je ne connais pas, ça s'adresse aussi à moi. Et donc, à travers ces actions-là de vulgarisation, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à toucher tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est... Juste un mot, on s'aperçoit très régulièrement que les solutions qu'on développe pour les personnes en situation de handicap sont ultra utiles pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel aussi de garder ça en tête, de se dire qu'on travaille pour tout le monde en fait, et que finalement le handicap, même s'il est présent, on peut très facilement le gommer et être dans une vraie société d'inclusion. Je pense que ça, c'est vraiment important, quoi. Tout à fait. Alors, je surveille, on est plutôt pas mal au niveau du temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et que vous souhaitez évoquer. Autrement, un petit peu sur l'idée de la table ronde précédente. Si vous aviez un vœu, un souhait par rapport à vos futurs projets, quel serait-il ? Alors, je m'excuse, je voulais juste apporter quelque chose. Je pense que toutes ces dynamiques qu'on a décrites, je n'étais pas là ce matin, mais j'imagine que vous avez vu énormément de choses également ce matin. Je pense que ça ne peut pas se développer tout seul dans son coin. Et on l'a vu à plusieurs reprises cet après-midi. Ça passe par l'interaction avec tous les acteurs du territoire qui englobent les usagers, ceux qui pratiquent, ceux qui amènent à la pratique, enfin bref, tout le monde. Et donc à ce sujet, moi je tiens quand même à remercier aussi la dynamique de territoire qui... je pense notamment aux activités nautiques qui s'est réellement engagé à la modification de ces pontons, à l'accessibilité de ces infrastructures. Et pour tous les clubs comme le CNL dans lequel je pratique, c'est un vrai plus. Donc on a la chance, nous, d'avoir un projet structurant qui s'appelle HIT sur l'Orient. Mais l'agglomération est quand même très engagée dans la démarche et c'est une aide fondamentale pour développer ces actions. Effectivement, on voit bien l'importance du portage politique de ces sujets-là. Et c'est vrai que là-dessus, HIT est assez emblématique. On voit l'importance des moyens
financiers quand même. On a un petit nerf de la guerre, voilà, les moyens financiers, les moyens d'animation et d'ingénierie qui sont indispensables. Là, c'est vrai qu'à travers, alors moi je le vois côté HIT, mais voilà, pour en avoir discuté, pour pouvoir mener tous ces outils-là, il faut voilà, des moyens humains, financiers, une volonté politique du territoire, une volonté politique des acteurs qui participent à ces démarches-là et une volonté de faire ensemble. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a une belle dynamique sur le territoire. Et qu'on peut s'en féliciter. Et effectivement, l'objectif, c'est bien alors à la fois de montrer que c'est possible pour amener les gens à se questionner et à devenir demandeurs. Peut-être effectivement la valeur de l'exemplarité. Alors, il faudrait réussir à en avoir des étudiants qui viennent vous consulter et puis qui passent le pas derrière d'aller faire du sport et puis de pouvoir avoir des retours d'expérience valorisantes pour pouvoir en amener d'autres et diffuser, infuser. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur cette dimension-là. Oui, je pense que en fait, c'est tout un travail sur la motivation parce que la plupart des gens savent que c'est bon pour la santé. Enfin, tout le monde le sait en fait. Et donc, le travail qui est à faire, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on arrive à les motiver, à les faire passer à l'action en fait. Voilà. Et après, peut-être que, pour répondre à la question du souhait, peut-être qu'on arrivera à travailler avec la filière APAS justement et faire en sorte que ce soit les étudiants qui prennent en charge d'autres étudiants. Et là, on aura bouclé la boucle. C'est vrai qu'entre pairs, tout de suite, le contact peut être facilité. Et effectivement, ça peut avoir un effet d'entraînement. Et effectivement, le fait d'avoir une réponse adaptée, puisque j'ai lu, alors pas dans le détail l'intégralité de l'étude, mais c'est vrai qu'un des freins qui était exprimé par les étudiants en situation de handicap pour ne pas faire de sport, c'était le fait que les activités n'étaient pas adaptées en fait, et qu'ils avaient besoin de cette adaptation, et qu'aujourd'hui la possibilité qui est offerte par la mise en place de cette section STAPS APAS, c'est de pouvoir apporter des réponses adaptées aux besoins des étudiants. Et vous me disiez des consultations tripartites. Ce serait une forme de rêve. Oui, on a commencé à en discuter. L'idée, oui, ce serait de mettre en place tous les tests qui vont être faits à la journée de la forme et qu'on fasse une première consultation avec un enseignant en activité physique et sportive qui ferait tous ces tests. Qu'ensuite, moi, je les vois directement en consultation et qu'on puisse enchaîner sur une mise en commun et qu'on choisisse en direct. Mais tout ça, ça nécessite du temps, des moyens humains, toujours les mêmes problématiques. Vous en êtes au début, donc voilà, il y a aussi le temps que l'action se mette en place, mais en tout cas, c'est des belles perspectives. Vos souhaits, vos vœux, vos envies. Si je rebondis là, typiquement d'un point de vue, on va dire, pédagogique, donc là, moi, je suis quand même assez confiante, vu l'enthousiasme général et le dynamisme, parce que moi, je viens tout juste d'arriver, mais quand je vois qu'il y a déjà du sport sur l'ordonnance qui est proposé à l'UBS, je suis assez enthousiaste à l'idée de justement pouvoir concrétiser ces consultations tripartites, de mettre en place et de se débrouiller pour que ça rentre dans notre formation. Donc, il va peut-être y avoir des grands écarts, je vous l'accorde, mais voilà, je me dis au moins s'il y a la volonté, il y a peut-être moyen de faire. Donc ça, c'est pour la partie pédagogique. Et pour la partie recherche, mais en fait, ici, on est... Donc là aussi, je suis quand même très optimiste par rapport au territoire et à l'écosystème local. Le petit point en fait de vigilance que j'ai et où là je me dis c'est toujours un peu difficile, c'est que voilà, la promotion, on parlait tout à l'heure de prévention primaire, secondaire, tertiaire. On sait que la prévention primaire serait particulièrement pertinente pour éviter d'être malade et de passer par la case hôpital. Mais justement, généralement, on ne met pas trop les moyens là-dedans parce que les gens ils sont en bonne santé, donc pourquoi mettre de l'argent? Et donc, voilà, nous, quand on propose ce type de projet d'un point de vue de recherche, on a un peu plus de mal à avoir des financements. On n'est pas dans le curatif, donc parfois c'est un peu moins porteur.
Et l'autre problème que l'on a aussi quand on propose comme ça de travailler sur le sport et l'activité physique, c'est qu'en fait, on ne rentre pas trop dans les cases des financements. Oui, on est trans, et les trans, ils n'aiment pas. Donc aller chercher l'argent, ce n'est pas forcément toujours évident dans ce type de projet, notamment au niveau de ce qu'on appelle des ANR, etc., enfin des appels à projets au niveau national qui sont vraiment porteurs. Donc on peut essayer d'aller chercher de l'argent dans les fondations, etc., mais ce n'est pas forcément là où il y a le plus de moyens. Donc pour nous, pour pouvoir arriver à avoir des projets d'envergure qui soient financés, oui, il y aura peut-être cette difficulté-là pour avoir les gros projets dont je parlais tout à l'heure avec différents partenaires pour garder du début jusqu'à la fin de la chaîne la mise en place d'une proposition. Donc voilà, si j'avais un rêve, c'était que ce serait plus facile. D'accord. Mais c'est vrai que la France n'est pas réputée pour ses actions de prévention sur la santé. Je pense qu'on peut se le dire. Je le note, je ne sais pas à qui on va pouvoir transmettre, mais en tout cas, je le note et je l'entends bien. Bastien ? Moi, j'ai un rêve très naïf, en fait, c'est de casser les barrières pour qu'on puisse... parce que ce dont on se rend compte finalement dans les projets, c'est que de faire du vrai transversal, du vrai interdisciplinaire, c'est assez compliqué. Chacun parle avec son jargon et chacun parle avec ses thématiques de prédilection. Réussir à casser les barrières, ça permet aux gens de communiquer entre eux et d'aller plus loin dans les projets. Ça, ce serait un premier souhait. Après, on a déjà parlé du temps, on a déjà parlé de l'argent, on a déjà parlé de l'humain, de la ressource. Bref, on a déjà parlé de tous ces sujets-là. Bien sûr que si on était dans un monde idéal et qu'on pouvait avoir tout ça, ça aiderait largement. Je vais rester sur un souhait peut-être un peu plus réaliste de travailler ensemble et de casser les barrières. C'est un beau projet qui est tout à fait dans la thématique, si j'ai bien compris, des 2 jours, avec la dimension coopération, partenariat. On voit bien aujourd'hui, à travers vos témoignages, la coopération, on va dire plutôt en interne, et est-ce que le travail entre le service de santé, le SUAPS, la filière STAP peut apporter ? Mais ce que je souhaiterais justement compléter, c'est que cette coopération, pour moi, elle doit être aussi à l'extérieur. En fait, on doit répondre à des demandes. Donc c'était mon deuxième point. Donc le volet plutôt interne, université, mais également au-delà des murs de l'université, c'est comment l'université peut se mettre au service du territoire et à travers tous les projets qui sont développés, de donner envie de créer des collaborations, de donner, de proposer des projets pour trouver des solutions avec des projets de recherche, des projets tutories, d'apporter des solutions aux besoins du territoire et que cette synergie soit du gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs et au service du citoyen et des habitants du territoire, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, puisque, comme vous l'avez dit, les réponses apportées aux personnes en situation de handicap profitent à toute la population. Peut-être un temps pour les échanges, questions-réponses, réactions. Je vois une main qui se lève tout là-haut. Les micros vont circuler. Tout là-haut. Merci pour vos partages, vos témoignages. J'aurais aimé, si vous aviez quelques minutes, présenter des exemples sur les handicaps invisibles, s'il vous plaît, autour des activités, que ce soit du SUAPS, du STAPS, ou l'exemple que vous avez donné sur le travail sur les locaux sportifs. Comment les handicaps invisibles sont pris en compte, s'il vous plaît. Merci. Vous commencez ? Moi, ok. Donc, pour les handicaps invisibles, donc, pour la partie formation, vous voulez dire, dans un premier temps ? Ok, au sens large du terme. Ok. Alors, au sens large du terme, en fait, déjà dans notre formation, il va y avoir en fait, on va former en particulier en 2e et en 3e année nos adaptations justement à destination de certains publics. Donc, par exemple, on va parler de handicap social.
Et donc dans ce cas-là, on va évoquer quelles sont les différences, quels sont les besoins, quelles sont les spécificités, et en fait en fonction aussi des âges. Donc il va y avoir au travers de la partie, on va dire, enseignement, cette sensibilisation à il n'y a pas que ces formes de handicap. Après, un autre moyen aussi pour nous de sensibiliser nos étudiants, c'est par le biais de séminaires. Donc par exemple, typiquement, donc c'est pas encore fait, mais là où j'étais auparavant, mais en même temps, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, il y a le club par exemple de tennis de table de Hennebont qui est particulièrement intéressant par rapport aux actions qu'il mène à destination de personnes avec... Alors, je ne sais pas si vous appelez exactement handicap invisible, mais là pourtant, c'est plutôt handicap social. Donc, des actions pour l'intégration de migrants, pour le fait que des personnes en chômage de longue durée puissent retrouver confiance en elles. On a aussi des partenariats avec des personnes en prison. Donc là, je pense plutôt à la notion de handicap social. Parce que je pense aussi aux enfants autistes, où je considère malgré tout que ça correspond à un handicap invisible. Là, c'est pareil, ce type de spécificité est également apporté dans le cadre de notre formation. Par contre, dans les actions concrètes que l'on va pouvoir mener, je reconnais que là, je n'ai pas forcément encore en tête ce qu'on va proposer. Mais par contre, dans mes travaux de recherche, je m'intéresse à la motricité des enfants autistes. Bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà des petits exemples de la manière dont en tout cas dans le cadre de la formation, on aborde la question. Par contre, dans le cadre de nos locaux, ce qu'on a évoqué aussi, c'est par exemple par rapport à la lumière. Parce qu'on sait en fait qu'en fonction, si on reprend les enfants autistes, qu'il faut éviter d'avoir des choses trop criardes, trop voyantes. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui, normalement, ont été pris en compte dans, par exemple, le choix de la peinture. Donc, voilà comment, en fait, de temps en temps, on essaie d'intégrer ces éléments-là. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Moi, je peux peut-être compléter un tout petit peu par rapport aux activités sportives. Je pense notamment à la voile. La voile, notamment au Centre nautique de Lorient, on accueille déjà des personnes avec des troubles autistiques. Donc, c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire. Ça s'intègre par une démarche, un échange avec les aidants qui sont autour pour savoir qu'est-ce qui doit être mis en place ou pas pour accueillir cette personne, puisque suivant le degré et le type d'autisme, on peut avoir des approches complètement différentes pour transmettre le savoir. Je pense aussi aux projets de recherche qui sont menés. On intègre tout à fait aussi c'est important pour moi de prendre en compte aussi tout ce qui est handicap invisible, on va dire de manière générale, que ce soit les troubles mentaux, mais aussi les autres types de handicap. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais dire quelque chose d'autre de pertinent, mais j'ai oublié, je m'en excuse. Ça me reviendra sans doute. Si moi je peux juste compléter, parce que c'était quand on a échangé sur la voile et sur le nom de la section où on parlait d'handivoile, on avait justement peur que certaines personnes qui pouvaient se sentir en difficulté dans l'activité voile puissent ne pas en faire parce qu'elles se disaient non, handi c'est pas moi. Donc on pensait à quelque chose de très bête, les personnes daltoniennes. On avait évoqué ça parce que dans la voile, la notion de rouge et vert, c'est quand même assez important. Et donc effectivement, le terme handivoile pourrait ne faire que une personne ne se sentirait pas concernée simplement parce qu'elle est daltonienne. Donc en fait, on a pourtant nous ça en tête en disant en fait c'est de la voile pour tous, et donc en fait il faut qu'on arrive à faire passer le message que on adapte pour toutes les spécificités, mais c'est pas toujours évident à transmettre. Et puis c'est aussi à nous de leur faire passer ce message-là, en fait. C'est aussi à nous de leur dire, si ça c'est adapté pour vous. Et pour répondre du côté médecin, comment est-ce qu'on adapte ? On adapte aussi les études et les examens en faisant des aménagements, ce que vous connaissez tous bien, je pense. Mais donc les étudiants en situation de handicap passent tous, tous ceux qui le veulent, en tout cas, par nos services pour avoir un aménagement d'examen et d'études. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut avoir ces messages aussi sur le sport sur ordonnance. C'est le moment où on les voit. Ça y est. Je suis désolée. J'ai retrouvé juste mon idée géniale.
Mais juste pour un petit exemple, je parlais tout à l'heure de projet tutoré où on parlait du port accessible de 2030. Le sujet au départ, c'était le port accessible pour les PMR. Et en fait, nous avons milité pour faire en sorte que ce soit accessibilité tout type de handicap, et notamment sur les handicaps mentaux, tout ce qui est communication, signalétique, tous ces enjeux qui sont des enjeux importants, et faire prendre conscience à nos étudiants au travers de projets tutorés, c'est aussi une sensibilisation sur tous les types de handicaps et leur faire prendre conscience que les handicaps visibles sont une minorité des handicaps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte, mais ça veut surtout dire qu'il ne faut pas oublier les autres types de handicap, et notamment tout ce qui est handicap psychique, mental, etc. Alors, on a une question devant. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou pas? Non, pas de questions en ligne. Alors, on va prendre une dernière question. Oui, alors moi j'avais une question. À Montpellier, en ce moment, on travaille avec le SUAPS justement parce qu'il y a des difficultés d'accessibilité pour des cours qui sont très chargés. Des groupes de 40 avec un étudiant avec un besoin spécifique et en fait ils sont en réelle difficulté pour gérer à la fois les 39 autres et cet étudiant qui a un besoin particulier, et donc on aimerait en fait pouvoir ensemble travailler, trouver des solutions, mais on est en vraie difficulté. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres universités sur l'accès au sport, et s'il y a des solutions qui ont été développées. Ou voilà. Je pense qu'on aura un peu de mal à répondre parce qu'il n'y a pas les personnes du SUAPS. L'idée, nous, en tout cas dans le sport sur ordonnance qu'on fait, c'est de pouvoir les inclure aussi à des groupes classiques. Avec quand même le professeur qui va faire un peu plus attention, mais c'était quand même pas forcément des créneaux spécifiques pour personnes en situation de handicap. Après, je peux pas vraiment répondre à la question. Alors, moi, si je peux compléter un petit peu, parce que comme je viens juste d'une autre université, donc je vois quand même les différences avec l'UBS, c'est que malgré tout, pour l'instant, les groupes restent encore relativement correct en termes de volume. Donc, pour l'instant, les classes ne sont pas surchargées. Il y a quand même cette volonté de la part des collègues d'avoir des groupes qui soient viables et gérables. Donc, je sais très bien la pression financière qu'il peut y avoir dans d'autres structures. Elle existe à l'UBS, mais malgré tout, encore une fois, en termes de transfuges récents, je vois la différence. C'est mieux ici. Alors, je sais que toutes les universités n'ont pas forcément les moyens d'avoir un médecin directeur, mais peut-être que par le fait dans l'ordonnance de dire quelles sont les limitations, quelles sont les préconisations grâce à l'avis médical du médecin, ça permet aussi d'orienter les enseignants pour adapter la pratique sportive pour cette personne spécifique. Peut-être que c'est une piste à creuser. Ok. Merci beaucoup à nos intervenants, et puis merci pour vos questions.